Bonjour, c'est Louis-Marie. Et Seb Musset. C'est jamais trop. Pas assez. Bonjour à toutes et à tous, celles et ceux, mesdames, mesdemoiselles et en quelque sorte messieurs. Nous sommes de retour dans la canicule parisienne, dans l'enfer du macadam. C'est le 15 août et Paris est vide. Je suis avec Seb et une belle surprise. Bonjour Seb, comment vas-tu ? Ça va très très bien, un peu chaudement. On a mis un peu de temps à démarrer, à mettre en place l'enregistrement, parce que maintenant on tourne en vidéo aussi. Mais ça y est, on est prêt. Alors cette semaine, on va faire une grosse revue de presse parce que voilà, l'actu est chargée. Et on a un invité exceptionnel pour la première fois. J'ai écorché son nom la semaine dernière, il a exigé un droit de réponse et il est là, il est présent dans le studio avec nous. Il s'agit de Tancred Bastier, le créateur du site leseffrontés.fr. Et bonjour Tancred. Voilà, il est très très gentil, vous verrez, très bien élevé. Il mord pas, il a les oreilles qui touchent par terre. Voilà, tu vas nous parler quand même, on a fait comme quelques chroniques, on a un peu travaillé cette semaine. De quoi vas-tu nous parler, Louis-Marie ? Alors moi je vais vous parler d'un sujet qui fait rêver tout le monde, c'est l'Europe quand même, qui a permis de faire entrer un mot de plus dans le dictionnaire de rime avec Pénélope, interlope et salope. Très bien. Moi, je reviendrai un peu sur les réformes de notre pépé, le palois, mais on se lance tout de suite avec une revue de presse. Papa, arrête, mélange pas tout, le monde a changé, enfin... Toi, par contre, tu n'as pas changé. Terminé. Moi, je voudrais commencer cette revue de presse avec Miss Bergamote, ma chouchoute, Manon Aubry, ils se sont passés le mot au sein de la coalition vert gauche du Parlement européen, puisque elle aussi a félicité cette cycliste qui a remporté le Tour de France et on en avait parlé la fois dernière chez Marine Tondelier, ça avait suscité des émois gargantuesque. Et ben chez Manon Aubry aussi, et le community manager de Manon a copié-collé le tweet de Marine Tondelier. Alors je te lis, la petite fille que j'étais qui pratiquait le sport à haute dose et qui manquait tant de modèles féminins, c'est désormais qu'il existe des références pour toutes les petites filles d'aujourd'hui. Alors j'ai regardé, vous savez que Manon, je n'ai jamais caché mon attirance et mon attrait pour Miss Bergamote. Elle est née en 89, donc elle avait 10 ans en 99, et en 99 Jenny Longo était toujours au top, puisqu'elle est l'une des sportives avec le plus grand palmarès et la longévité sportive la plus impressionnante. Donc Jenny Longo gagnait encore et toujours. Et Manon, je sais pas, elle devait pas lire les journaux à l'époque. Ça doit être une sportive qui s'intéressait pas à l'actualité sportive, mais maintenant qu'elle est une représentante de la France, surtout la France de gauche, la belle France de gauche à l'Europe, elle s'intéresse un peu. Voilà, donc on va lui dire, comme on a dit à Marine Tondelier, Jenny Longo est certainement la plus grande sportive, tout genre confondu. Mais c'est étonnant quand même cette propension à vouloir effacer Jenny Longo de l'histoire, c'est très étonnant. Bon, enfin on salue quand même Manon. Et je vais enchaîner avec des nouvelles du fumeur de soldats inconnus. On a appris dans le Parisien, donc le tribunal correctionnel de Paris a requis 1 an de prison, dont 10 mois avec sursis, contre l'individu de nationalité marocaine ayant piétiné la tombe du soldat inconnu pour allumer sa cigarette. Vous avez probablement tous vu cette vidéo. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on apprend que l'homme de 47 ans était déjà très connu de la justice, notamment pour des violences, des vols et des injures racistes. Et il avait 21 items sur son casier judiciaire. Alors, bon, je rappelle que la plupart d'entre nous, à carte d'identité française, on en a 0, généralement dans toute une vie. Ces gens-là se baladent donc avec 30 ou 40 notifications, condamnations, et ils arrivent encore à se prendre du sursis. Et ça veut dire en gros qu'il s'est ravagé la tête au shit toute sa jeunesse et que désormais il fait payer à la société les conséquences de son irresponsabilité et de la démission de ses parents à l'époque. Et le 31 juillet 2025, une semaine plus tôt, donc, on apprenait qu'un homme de 27 ans avait été condamné à 1 an de prison ferme pour avoir brûlé un exemplaire du Coran. Alors je dis pas mal pour un pays laïque. Donc bon, à savoir, dans notre pays soi-disant raciste, on respecte plus un livre sacré musulman qu'un symbole national, tout est dit. Alors on le rappelle à nos spectateurs et à nos auditeurs, je rappelle, on est à la fois en vidéo et en audio cette semaine, fumer c'est mal et à mon avis ce n'est pas toléré par le Coran. Moi j'ai aussi, alors la nouvelle est édifiante, mais c'est le traitement médiatique qui est plus intéressant, parce que voilà, à Noisy-le-Sec, il était prévu la projection du film Barbie avec Margot Robbie. Alors, il était prévu, c'est-à-dire qu'il avait été décidé en concertation avec les habitants du quartier que c'était Barbie. Et
la projection a été annulée par un petit groupe du quartier. Donc c'est le communiqué de la mairie de Noisy-le-Sec qui parle le maire dit « Je déplore qu'un petit groupe du quartier ait, sous la pression d'un individu, empêché la projection du film ». Donc on va traduire pour ce monsieur qui ne doit pas bien connaître le français, c'est... Un imam local a envoyé ses sbires fortement fanatisés pour que la projection d'un film qui met en scène une comédienne états-unienne et qui donne le beau rôle aux femmes, on peut dire, qui soit carrément sexiste, pour lui, c'est intolérable et c'est insupportable, en tous les cas en France. Alors oui, est-ce qu'on est sûr, je vais faire l'avocat du diable, est-ce qu'on est sûr que ça vient d'un cercle musulman? La suite du communiqué du maire dit ces menaces ont été motivées par des arguments fallacieux traduisant l'obscurantisme et le fondamentalisme instrumentalisés à des fins politiques. Ça ressemble pas à l'extrême droite. J'arrive pas à me dire qu'on est dans un pays où ça y est, on est déjà des comités... Des gardiens de la révolution comme ils ont en Iran en fait. C'est des comités de censure. Alors, quel que soit d'où vienne la censure... C'est un maire communiste, Noisy-le-Sec. Ah, bah voilà. Alors bon, et il y a un tweetos qui écrit, bah oui, c'est Barbie ou les barbus. Ne me fais pas dire, Louis-Marie, figure-toi que grâce au compte tweet gauchiste, j'ai récupéré cette vidéo. C'est une prise de parole de Wissam lors de la clôture de l'université d'été de PDH, je sais pas ce que c'est. Donc le Twitch gauchiste sous-titre ça, le vrai islamo-gauchiste, et je te fais écouter. Si l'avenir du communisme en France se trouvait dans l'islam populaire, nous disons que c'est à partir de ce peuple-là, ce peuple musulman de France, qu'il faut penser la révolution en France. Non pas au nom de la diversité, mais au nom de l'efficacité politique. Parce que ce peuple, c'est le cœur de la France d'en bas. Parce que l'islam populaire occupe aujourd'hui, pour de multiples raisons, une place importante dans l'organisation de la vie de société de cette classe dominée. Parce qu'on ne construira rien sans les musulmans. L'islam populaire est devenu une forme de vie centrale, de lien et de dignité parmi les classes dominées. Cette islamité populaire n'est pas un bloc. Elle est multiple, elle est traversée, elle est parfois conservatrice, parfois insurrectionnelle, mais elle a une constance. Elle fait tenir les gens debout, pour le meilleur et pour le pire. Bon, je te passe là, il y en a 3 minutes, mais enfin en gros, il est en train de nous montrer que la montée, il faut qu'il y ait un islamisme populaire et que ça passe par une alliance avec le Parti communiste. Alors je sais pas si on se rend compte du délire du machin. Il est en train de dire que le communisme, s'il veut survivre, doit devenir musulman en fait. Les communistes historiquement tapent sur la religion, il n'y a qu'à voir Don Camillo, entre autres classiques. Et puis voir quels sont tous les problèmes qu'a rencontré l'URSS. Donc je trouve ça hallucinant. Je vais arrêter avec ce terme hallucinant parce que ça arrive, c'est bien réel. Son tropisme musulman est tel qu'il en est à tout mélanger, à tout dire. Mais en même temps, c'est concrètement, quand je recoupe ça, je te lance ça parce que tu parlais de Noisy-le-Sec, on voit la convergence. PCF Islam, mouvement islamiste, association, censure, et on fait une sorte d'amalgame de gloubi-boulga islamo-gauchiste anticapitaliste. En fait, en gros, ils sont en train de s'associer, quoi. Eh ben, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. Lâchez-la, votre virilité, vous serez bien plus heureux. J'ai déjà dit 20 fois, quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part, dans une casserole. À part dans une casserole. Bonjour Tancred Bastier, donc créateur et animateur du site Les Effrontés. Les Effrontés au masculin, justement, puisque pour pas confondre, on va pas croire que c'est un film avec comment s'appelait-elle, celle qui a joué l'effronté. Charlotte Gainsbourg. Voilà, c'est pas le film avec Charlotte Gainsbourg. Film de Claude Miller. La populaire. 1984. Alors, Tancred. Avec Jean-Claude Brialy. Tancred Bastier. C'est leseffrontés.fr. Leseffrontés. Sinon, vous allez vous retrouver dans une école de stylisme à Montréal. D'accord, point Freud. Aïe. Alors, parle-nous. Ça, personne ne le veut. Tancred, leseffrontés.fr. Dis-nous de quoi parle ce site, comment t'es venue l'idée et l'envie de le créer, et où en es-tu maintenant ? Écoute, dans les 10 dernières années, beaucoup de ma compréhension du monde a évolué, et en particulier celle des rapports entre hommes et femmes. J'ai compris que l'idée qu'on s'en fait couramment, pour romantique qu'elle soit, ne correspond pas tout à fait à la réalité. Et ça se voit beaucoup dans le monde actuel, puisque tout le monde est très libre et
et poursuit sa jouissance comme il le veut. Et en cascade, ça m'a aussi déconditionné sur beaucoup d'autres croyances politiques. Et à un moment, j'ai eu envie d'en parler, donc je t'en ai parlé. Alors, effectivement, il y a conflit d'intérêts, il faut que je le signale, puisque je suis un intervenant du site leseffrontés.fr. Alors, effectivement, c'est une discussion qu'on avait eue à ce moment-là. Alors, on va tout de suite crever l'abcès. Serais-tu un immonde membre de la manosphère? Oui, Mansplain-nous ça. Mansplain-nous. La manosphère française doit avoir la taille d'un grain de riz à peu près. C'est-à-dire... il y a moi, Raffaello Bellino et Mos Majorum principalement. Donc alors Mos Majorum, c'est une chaîne YouTube qui en fait est... On peut, je sais même pas si on... Oui, elle parle du point de vue des hommes, en fait. Il s'agit de parler du point de vue des hommes, c'est ça ce qu'on appelle la manosphère très souvent. Et Raffaello Bellino, c'est le créateur du site Les Trois Étendards. C'est ça. Et pour répondre à ta première question, donc à un moment j'ai eu des velléités de m'exprimer sur ce que j'avais appris pour que ça serve à d'autres, mais c'était juste des velléités, et c'est là où tu m'as joué un tour de cochon en m'envoyant des textes que tu avais, ce qui m'a obligé, pour l'honneur, à commencer le blog. Et parlons de quelque chose qui est un point, une pierre d'achoppement sur la relation homme-femme, c'est la question salariale. Y a-t-il réellement une différence de salaire entre hommes et femmes? Alors, il y a des différences de salaire qui sont mesurables, hein. Bizarrement, l'écart de rémunération est beaucoup plus grand dans les professions libérales. Oui, alors que profession libérale, c'est celle où tu choisis un peu de travailler pour gagner ce que tu gagnes, quoi. Par définition, c'est les professions où tu n'as pas de patron. Donc ton revenu dépend surtout de ton travail. Donc c'est pas le patron qui décide de la différence salariale, en tous les cas, c'est l'exemple que prend... En fait, le salariat est plutôt un statut très protecteur. C'est aussi pour ça que le salariat du public a un écart entre hommes et femmes qui est encore plus petit. D'accord. Mais si on devait payer les gens à leur productivité réelle, l'écart salarial serait plus grand. Entre qui et qui? Est-ce que peut nous expliciter ceci? C'est-à-dire que les femmes coûteraient plus cher que les hommes En fait, d'abord, les femmes choisissent des études qui sont moins rémunératrices que les hommes. Ouais, ça c'est vrai. Ça se voit très très bien, il y a un billet là-dessus sur le blog. Ensuite, elles sont moins productives, en général. Mais comment tu peux c'est statistiquement appuyé, ça se prouve? Oui. Alors, il y a des tas d'études qui sont intéressantes. Il y a une célèbre étude qui a été faite sur les chauffeurs Uber. Ce qui est merveilleux chez Uber, c'est que tout est enregistré. Le kilométrage, combien les gens sont payés, etc. Et en plus, c'est très neutre, puisque c'est l'algorithme qui distribue les clients aux chauffeurs. Enfin, en tout cas, c'était neutre jusqu'à récemment, hein, puisque maintenant... il y a une option pour que les femmes puissent demander à avoir une chauffeuse et pas un chauffeur. Ouais. En tout cas, au moment où l'étude a été faite, il est ressorti que les chauffeurs Uber du sexe masculin gagnaient sensiblement plus que les femmes, mais pas pour les pourboires. Les femmes recevaient plus de pourboires que les hommes. Donc hors pourboire, ils gagnent sensiblement plus que sensiblement plus. Même avec les pourboires, ils gagnent plus. Et les raisons de ce gain supplémentaire, c'est que les hommes restent plus longtemps dans la boîte, ils en connaissent mieux le fonctionnement, ils font plus d'heures, et surtout, c'était la cause principale, ils conduisent légèrement plus vite, très légèrement plus vite. Mais ça suffit en fait à faire plus de clients dans la journée. Ouais, il y aurait un déficit de productivité des femmes par rapport aux hommes. Est-ce que c'est pas lié aussi aux grossesses, en fait, tout simplement? Alors, au moment où tu travailles, normalement, c'est pas la question. Lorsque l'enfant paraît, beaucoup de femmes optent pour du temps partiel, surtout dans les classes populaires en réalité. Et celles qui sont à plein temps, en fait, lèvent un peu le pied. D'accord. Parce qu'il y a aussi des études sur le travail effectif à plein temps. Tandis que les jeunes pères, eux, redoublent d'efforts. D'accord. Ce qui en fait, quand on y réfléchit, est parfaitement sain et parfaitement logique. C'est un jeune couple, il y a un enfant qui arrive... Madame va s'en occuper parce que c'est un nourrisson, qu'elle est équipée pour ça. Et donc monsieur, lui, va faire l'effort de soutenir le ménage.
Comment pourrait-il en être autrement ? Il y a une petite dizaine d'années, les Belges, l'équivalent du ministère de l'égalité homme-femme de France en Belgique, a procédé à une étude et a publié une étude très fouillée. Parce que le chiffre de les femmes gagnent 25% de moins que les hommes, c'est un chiffre qui a été fait au doigt mouillé et dans un coin, sur un coin de table, hein, de la manière suivante. On a pris la masse salariale des hommes, on a pris la masse salariale des femmes, on a divisé la première par le nombre d'hommes qui travaillent et la deuxième par le nombre d'hommes, en tous les cas en âge de travailler. Ce qui fait que ça a tout mélangé. C'est le problème des moyennes, c'est que ça mélange tout, y compris des choses qui ne se mélangent pas. Alors les Belges ont regardé, ils ont regardé quels sont les détails qu'ils ont regardés à la loupe, mais notamment les différences salariales à diplôme équivalent, à emploi équivalent, et en fonction du statut marital et de l'âge. Alors c'est ça qu'ils ont regardé. Et ce qu'ils ont découvert, première découverte, c'est que par exemple, en sortir d'études chez des célibataires, les femmes gagnent mieux. Un petit peu plus que les hommes. Sortir d'études, 25 ans, célibataire, les femmes gagnent un petit peu. Et c'est au moment de la mise en couple, puis, donc la mise en couple, c'est un premier changement, et la naissance du premier enfant, c'est un deuxième changement. Et là, il y a une différence salariale, c'est-à-dire qu'en fait, conclusion du rapport des Belges, c'est qu'il y a un arbitrage économique au sein des familles. Qui est fait au moment de la naissance. Qui est fait au moment de la naissance. Parce que c'est vrai que les choses sont ainsi faites qu'il y a homme, il y a femme, puis quand il y a un enfant, il y a une question, c'est il faut s'en occuper de l'enfant. À qui s'en occupe. Donc voilà, ça c'est la première des choses, et en fait c'est pour, on conclut, c'est sur cet aspect-là. C'est la thèse de Jordan Peterson, qui est un autre psychologue extrêmement décrié. C'est lui qui avait été censuré toute une époque sous Trump. Voilà. Et donc sa thèse pas sous Trump, sous Biden. Plutôt sous Biden. Et sa thèse, elle est la suivante, c'est de dire le genre est une variable dans la différence salariale, mais c'en est une parmi d'autres. Pardon ? Le sexe, pas le genre. Oui, le sexe, oui, le genre. Lui, il dit gender en anglais, oui, donc oui. Voilà. En anglais, il peut. En anglais, il peut. Le site, en fait, les effrontés, il y a beaucoup des rapports hommes-femmes, mais il y a aussi beaucoup d'articles de fonds économiques et de reprises. Je ne dirais pas qu'il y a beaucoup d'articles, parce que c'est quand même moi qui tiens le truc à bout de bras. Il y en a plus que sur mon site, hein, crois-moi. D'accord. Dans l'idée, j'aimerais faire simplement une sorte de magazine écrit par et pour des hommes, tout simplement. Ça pourrait aborder toutes sortes de sujets, hein, c'est juste qu'on a... D'accord. Oui, en fait, c'est un point de vue un peu débarrassé de cette sorte de chape de culpabilisation qui pèse un peu sur les hommes actuellement, enfin depuis une dizaine d'années en gros. Du fait d'être des hommes. Du fait d'être des hommes, hein, sûr qu'on est coupable. Alors, des hommes blancs de plus de 50 ans, là. Déjà, on est blanc, on est quinquagénaire, on est des hommes, et si on rajoute qu'on est hétéro, ça va être. Alors là, on est 4 ou 5 fois coupable, et là, on est 3 dans la même pièce. Autant dire que c'est limite un parti fasciste qui est en train de se créer. Là, on est une cellule fasciste derrière cuisine. Un boys club. C'est un boys club, déjà, il y a eu des réflexions là-dessus. Alors, excuse-moi, mais c'est un peu plus que la question de l'ambiance de ces dernières années. De toute façon, les hommes, pour leur très très grande majorité, sont spontanément portés à se sacrifier pour les femmes, à être l'approvisionneur de leur famille, ou à essayer de monter une famille en se présentant comme de bons approvisionneurs. C'est pour ça que c'est souvent l'homme qui paye dans les rendez-vous. Ça aussi, cette chose tout à fait spontanée, qui n'est pas un produit de l'idéologie de l'époque, il faut la réexaminer, parce que l'époque n'offre aucune garantie aux hommes qui font des efforts pour être de futurs bons pères et bons maris. Il n'y a plus aucune garantie qu'ils soient au moins respectés pour cela. Non, mais ce qui est nouveau, c'est que c'était un ordre qui n'était pas questionné jusqu'à présent, et ne m'étiquette pas comme un mâle dominant ou quoi que ce soit, parce que je suis sûrement par ailleurs, mais maintenant, ce qui se passe, c'est que vraiment, comme on disait tout à l'heure, c'est quand tu es étiqueté. Voilà, ça peut aller très très loin. Au début, c'est sympa, machin, tu changes un peu tes habitudes, tu apprends à réfléchir à 2-3 questions, tu dis ah ouais, effectivement, là, on a été pas assez, on a été un peu injuste avec les femmes et tout, mais au bout d'un moment, ça devient comme des ayatollahs, quoi. C'est non, je vais pas voir tel film parce que c'est réalisé par un homme, parce que ceci, cela, c'est toujours les hommes. Là, il faut qu'il y ait tant d'hommes et tant de femmes. Enfin, il faut que ce soit divisé en deux dans tel. Et tu t'arrives à des aberrations totales. Moi, j'ai vu des trucs. On en parlait l'autre fois par rapport à mes enfants, hein, des clubs scolaires où on a viré des bons pour mettre des mauvais, parce que ça remplissait les quotas. Moss Majorum a une très bonne vidéo déjà ancienne, consacrée à un scientifique italien qui, au bout d'un moment, s'était posé les questions sur la façon de nommer les scientifiques. Il trouvait quand même que certaines de ses collègues femmes
avait quelques passe-droits, ou du moins c'est ce qui lui semblait. Alors il a mené une étude statistique très rigoureuse, qu'il a présentée à ses camarades, je crois que c'était au CERN, de façon totalement privée. C'était juste pour dire qu'il y a peut-être un problème quand même dans la façon dont on traite les deux sexes. Là, c'est pas vraiment égalitaire et c'est pas basé sur la compétence. Le lendemain, il a été suspendu. D'accord. Pourtant, dans une institution scientifique, on pourrait penser que c'est l'endroit où on peut discuter de façon neutre et factuelle de tout. C'est la mésaventure qui est arrivée à Google. Puisque Google a été aussi à se dire certainement qu'on doit trop payer les hommes, alors ils ont audité les salaires de l'entreprise et à terme, qu'est-ce qu'ils ont découvert? C'est qu'en fait ils sous-payaient les hommes, donc ça leur a coûté assez cher parce qu'ils sous-payaient les développeurs en plus, donc ils ont été obligés de compenser et ça leur a coûté quelques millions de dollars. Si les femmes étaient aussi productives que les hommes en étant payés 30% de moins, je veux dire, tous les hommes seraient au chômage. En plus, l'INSEE a sorti, alors ça, je me souviens, je comprends pourquoi les hommes politiques actuels ne veulent plus aller sur X. Elisabeth Borne, quand elle était première ministre, avait crié avec les loups, puisqu'elle avait dit, tu sais, il y a eu un équivalent du jour à partir duquel une femme ne travaille plus pour elle, c'est le moment où, pour exprimer la différence salariale. Donc Elisabeth Borne avait tweeté sur ce sujet. Et entre-temps, Elon Musk avait pris la direction de X et les notes de communauté étaient apparues. Et donc, Elisabeth Borne s'est pris une note de communauté qui disait « Vos propres services », donc l'INSEE, madame, viennent de publier une étude qui montre que la différence salariale à emploi équivalent et en équivalent taux plein est de 4% en France. D'accord. Alors ça veut dire, parce qu'effectivement, dans le calcul de la moyenne, il faut prendre en compte ce qu'on disait, les temps partiels qui sont les femmes et très souvent les jeunes mères ou les mères prennent un temps partiel. Donc si on compte sa rémunération à 80-50% comme une rémunération à taux plein, alors effectivement elle gagne moins. Mais si elle est à 50%, on multiplie par 2. Donc c'est ce qu'a fait l'INSEE, tout simplement, c'est l'INSEE qui l'a fait. On n'est pas aux 30% que les entrepreneurs auraient été en droit d'attendre, comme tu dis. Si ça avait été le cas, ils l'auraient vu, ils l'auraient su, et ils se seraient passé le mot, et aujourd'hui tous les hommes seraient au chômage. Sur un sujet similaire, j'ai épluché aussi pour le blog un très intéressant papier de l'INSEE sur les retraites. Exactement sur les retraites de la génération des boomers, puisque il parle beaucoup des boomers. Les retraites des femmes. Et alors, on sait, c'est un peu un marronnier dans la presse, on nous dit que les femmes touchent 40% de retraite de moins que les hommes, c'est tout de même une injustice terrible. Sauf que le papier montrait qu'en fait, eu égard à ce qu'elles cotisent, elles touchent 40%, elles ont 40% de rendement en plus sur leur cotisation. Oui. Il y a juste un truc mathématique, elles ont une espérance de vie qui est supérieure à celle des hommes, donc elles touchent une retraite pendant ce temps-là, déjà. Ça, plus le fait que quand tu as un enfant, tu as droit à une cotisation, plus éventuellement une deuxième au titre de l'éducation. Donc si tu commences à avoir des enfants, c'est très avantageux. Alors, tu as le droit aussi quand tu es un homme. Oui, mais c'est rarement transféré à l'homme. Ouais. En fait. Ah oui, mais ça, alors, les féministes vont vous dire oui, mais il faut que. Oui, mais t'as qu'à le porter, c'est pour ça que c'est pas toi qui portes. Dans les faits, moi, j'ai cotisé, j'ai des points retraite grâce à mes enfants. Enfin, je n'aurais pas le dire comme ça, mais j'ai pas fait que j'ai appris après, parce que je me suis occupé de mes enfants. Ok. Voilà, je vous le dis. Je vous dis ça. Tips pour. Alors donc c'est je fais de l'autopromo, un papier que j'ai écrit justement sur le site de Tancred. Quand vous vous mariez, les gars, la première chose auquel il faut penser, c'est le divorce. Mais ça, je l'ai appris. Alors ça, figure-toi. Ça, c'est deuxième tips. Dès le jour où vous dites oui, pensez à dire non et mettez de côté. Alors mettez de côté. En règle générale, de toute façon, même quand je rentre dans un avion, je regarde d'abord où est la porte de sortie, à combien de rangs je trouve la porte de sortie. Ça, c'est une règle de base que j'applique à toute relation humaine maintenant. Donc voilà. Donc et pour cette raison, si vous avez des enfants, ça finit par arriver même aux meilleurs. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à demander la garde. Oui, non, parce que très concrètement, en fait, la garde, les hommes ont très rarement la garde des enfants pour une raison simple, c'est qu'ils la demandent très rarement.
Oui, mais alors, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent pas s'emmerder avec Oui, leur môme. c'est en quoi ils ont Ça, parfaitement tort. Oui, bah ça c'est une autre question. Après ça, mais s'il y a des automatismes, alors ça on dévie le débat, mais bon, on pourrait faire un débat sur la responsabilité des. Parce que quoi qu'on en dise, les sexes sont différents. Peut-être pas principalement en termes de compétences, mais en termes d'appétence. Les hommes et les femmes ne désirent pas les mêmes choses. Et c'est normal. Peux-tu nous préciser que désire un homme, que désire une femme? Là, les grands axes. En tout cas, dans l'orientation professionnelle, ça se voit de façon extrêmement manifeste. Les femmes vont choisir, beaucoup de femmes dans les études littéraires, un peu dans le juridique, les sciences de l'éducation, etc. Beaucoup d'hommes dans les sciences d'ingénieurs, très peu de femmes. Alors, est-ce que c'est pas. Alors, ça, je suis d'accord avec toi sur le constat, hein, ça c'est une évidence. Enfin, c'est un fait. Hein. Moi, j'ai fait des études littéraires, je me souviens quand j'étais. Moi, je faisais tomber un stylo, il y avait 5. Cinq filles qui le ramassaient. Ah ouais, moi, j'ai fait ça que j'aurais dû faire. J'étais le seul. J'étais dans des TD. Où on était 50-60, j'étais le seul mec. Bon, donc je suis d'accord avec toi sur le constat. Moi j'ai fait des études scientifiques et c'était exactement l'inverse. Donc j'allais suivre des cours en littérature comparée pour voir des jupons. Mais alors, ce que je veux dire, c'est que au-delà du constat, est-ce que ce fait-là n'est pas aussi, tu dis les filles choisissent, mais est-ce qu'on les incite pas à faire ce choix ou à plutôt ne pas faire ce choix. Tu vois, je veux dire, dans l'éducation, dans le, tu sais, il y a, parce que là, je veux pas parler au nom des femmes, mais c'est un argument qui revient souvent. Enfin, qui revient, c'est que on est dans une sorte dans une matrice qui se transmet, voilà, où progressivement tu es découragé de faire certains choix. Et c'est pas que les parents, ça peut être les parents, l'entourage. Après ça peut être l'école aussi, ça peut être un mimétisme, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu n'as personne autour de toi qui fait ingénieur. Tu ne te fais pas ingénieur. Tu vois, c'est aussi c'est un ensemble multifactoriel. Tu vois, ce ne serait pas que le fait que ce soit une femme. Si Manon Aubry avait connu Jeannie Longo quand elle était jeune, aujourd'hui, Manon Aubry, elle serait championne du monde de cyclisme. Oui, en réalité, elle n'a pas pu ignorer l'existence de Jeannie Longo. C'est juste pas possible. Ouais, non, là, il se passe un truc. On va l'inviter. Il faut qu'on invite. Il faut qu'on écrive à son agent. Il faut qu'on rencontre Jeannie Longo, pardon. Je vais vas-y. Sur l'existence de clichés, de stéréotypes, etc. La réalité, c'est que ça fait des années et même des décennies maintenant qu'on essaye de pousser les filles à se comporter comme des garçons et ça ne marche pas. Et on peut le vérifier même au niveau mondial de façon indirecte, puisqu'il y a une célèbre étude dans laquelle les chercheurs désirant comprendre la raison des choix d'études différents avaient eu la bonne idée de comparer donc les ratios filles-garçons dans les sciences de l'ingénieur avec l'indice du World Economic Forum d'égalité dans les pays. Et on est ressorti qu'en fait, plus les pays sont égalitaires, moins les filles choisissent des filières scientifiques. C'est connu sous le nom de paradoxe norvégien. Paradoxe norvégien ou suédois, parce que les Scandinaves, qui sont les femmes les plus libres du monde, dit-on, sont tout à fait désireuses de faire des métiers de femmes. Des métiers de relations humaines, des métiers où on s'occupe des enfants, etc. A contrario, si tu cherches des ingénieurs de sexe féminin, cherche du côté du Maghreb ou des pays de l'Est. Parce que dans ces pays où tous les préjugés s'opposent à ce que les femmes deviennent ingénieures, elles ont intérêt à l'être. Ça les élève en statut. D'accord, ok. Et oui. Anecdote qui n'est pas une statistique mais juste qui illustre le propos de Tancred, hein. La médaille Fields, qui est l'équivalent en mieux même du prix Nobel pour les mathématiques, la première femme à l'avoir reçue, la médaille Fields, c'est une Iranienne. Voilà. Donc ça n'est pas une statistique, ça n'est pas un échantillon, c'est une anecdote qui symbolise le propos de Tancred. Les différences de niveau en mathématiques entre filles et garçons, à un niveau statistique, hein, pas à un niveau individuel, se voient dès l'école primaire en fait. Il y a une appétence pour ça chez beaucoup de garçons. Alors que les femmes, les filles par exemple, seront bien meilleures dans la maîtrise de la langue. Enfin, pour les langues en général. La langue française. Oui, tout à fait. Oui, d'accord, on est plus le lien. Mais c'est parce que alors ça, pour le coup que les hommes soient, parce que finalement la langue c'est aussi une forme d'expression et de communication. Et ça, je pense que clairement les femmes sont plus dans l'expression et dans la communication, dans les relations, enfin même dans l'expression d'une émotion, ce que ne sont pas les hommes des fois jamais de leur vie en fait. Donc sont
plus cérébraux. Ça c'est sûr. Mais ouais. Okay. Tu avais étudié, Tancrède, tu avais publié sur ton site, donc leseffrontés.fr, un article, donc une expérience en fait d'une femme lesbienne, si je crois me souvenir, qui a transitionné et qui est devenue un homme et qui raconte l'enfer que c'est la vie d'être un homme. Oui, c'est presque ça. C'était des entretiens dans un journal américain de 4 hommes trans, donc des ex-femmes, si on peut dire, et qui faisaient part des différences de perception du monde maintenant qu'ils étaient physiquement des hommes. C'était très intéressant. Alors, sur le plan positif, ils expliquaient qu'ils étaient davantage pris au sérieux au travail, qu'on leur demandait davantage leur avis, y compris par leurs collègues femmes. Sur le plan plus embêtant, ils expliquaient que, par exemple, ils étaient traités désormais avec beaucoup plus de méfiance par la police qu'ils n'en avaient l'habitude autrefois. Et qu'ils étaient beaucoup plus seuls. En fait, personne ne se préoccupait de leur devenir. Il y en a un qui expliquait que lui avait toujours été militante féministe, et donc il était resté en devenant un homme, mais maintenant il se faisait rembarrer parce que d'autres féministes lui disaient tu ne sais pas ce que c'est que d'être une femme, ce qui était quand même merveilleux de rire. De toute façon, le sectarisme. Ça prouve que son passing était bon. Hein. Ouais. Non, mais ça, alors, je vous renvoie au bouquin de Nora Bussini là, sur. Je sais plus qui a infiltré les nouveaux inquisiteurs, où elle raconte des processus lors des manifestations de gens qui sont écartés de certains cortèges LGBT parce qu'ils sont pas assez LGBT compliant alors qu'ils ont détransitionné. Même c'est presque, non, c'en est presque c'est comique en fait. Quand t'es hors du truc, ça devient très très drôle. En tous les cas, moi je me dis que être de gauche, de cette gauche-là, ça doit être extrêmement fatigant pour le cerveau. Tu dois te poser des questions, mais tu te fais des nœuds au cerveau, et ça doit avoir. Je pense qu'il faudrait qu'on parle de la charge d'être de gauche. Alors, je vais en profiter, on va faire une petite pause. Alors, je vais vous passer un sketch ça a duré 1 minute. Alors, c'est en anglais. J'espère que mais c'est en anglais, mais c'est très facile à comprendre. De toute façon, toi, tu es linguiste, bilingue. Je vous le traduirai après si vous ne comprenez pas. Ça parle justement, ça parle des relations hommes-femmes et du nombre de divorces. Parce qu'il je vous en dis pas plus. C'est un comique anglais qui s'appelle Jim Jeffries. The highest rate of divorce are lesbians. By a mile. Lesbian marriages have the highest rate of divorce in the world. The second level of divorce is heterosexuals. The lowest level of divorce is gay married men. Now, let me mansplain to you what's just happened. Alors traduis-nous un petit peu pour quand même, soyons inclusifs avec. The lesbians find it very hard to stay married. Alors, en gros, c'est Jim Jeffries qui dit que le plus haut taux de divorce constaté, il est pas chez les couples hétéros, même pas chez les couples gays, il est chez les couples lesbiennes. Et là, il va expliquer pourquoi. Because there are 2 women involved. Il y a 2 femmes impliquées. Heterosexual marriages aren't without their complications because there is still 1 woman involved. Alors, il explique que dans les mariages hétérosexuels, c'est compliqué encore parce qu'il y a encore une femme qui est impliquée dans la relation. Did you know the word gay means happy? With good reason. Because there are no women involved. En fait, il n'y a pas de comment on appelle ça, de divorce chez les. Enfin, il y a très peu de divorce chez les homos masculins parce qu'il n'y a pas de femmes impliquées. Alors, il y a quand même en plus une petite subtilité un peu drôle. Il demande est-ce que vous êtes rendu compte que gay, ça voulait dire heureux. Voilà, donc bon, voilà, je vous conseille Jim Jeffries, il a fait ce qui est étonnant, c'est qu'il faut un sketch d'un humoriste pour dire ça. Alors non, il y a déjà un billet sur le site qui dit ça aussi. Voilà, il a tout prévu. Il a déjà tout dit. Et ça, c'était pas concerté. Hein. Il y a une autre différence entre les couples gays et lesbiens, c'est que les couples lesbiens sont très homogènes socio-économiquement. Les couples gays le sont beaucoup moins. Ce qui signifie en fait qu'un cadre peut aimer un ouvrier, mais une avocate aura beaucoup de mal à aimer une caissière. Ah, ça c'est très intéressant. Ce qui reflète en fait le comportement des 2 sexes quand ils sont dans une situation hétérosexuelle. Hein. C'est que les hommes sont peu préoccupés par le niveau d'éducation et de paye d'une femme. En revanche, pour une femme, ça peut revêtir une certaine importance.
Est-ce que ça n'a pas un peu changé? Parce que on a parlé, nous, nombre de fois, aussi bien moi dans mon blog que toi sur ton site, de couples qui restent ensemble juste pour payer les traites. En fait, oui, il y a de plus en plus de couples qui ne peuvent pas se séparer parce qu'économiquement, c'est pas tenable l'un pour l'autre. Alors c'est souvent les femmes. Alors, ce qui est vrai dans les divorces aussi, ceci d'opposer, c'est souvent les femmes qui demandent le divorce. Même la plupart du temps, c'est les femmes qui demandent le divorce, pas les hommes. Je racontais une anecdote personnelle, mais culturelle. C'est pas juste ma vie. À propos de ça, c'était il y a 30 ans, l'histoire dont je vous parle. Donc, long time ago. A long time ago, far, far away in the galaxy. Donc, il y a très longtemps dans une galaxie lointaine. J'avais une petite amie qui était comédienne et qui m'a amené un soir au cinéma et on a été voir un film de Fassbinder. Donc Fassbinder, réalisateur allemand, homosexuel, et je crois, c'est le seul film que j'ai vu de lui, mais il me semble que tous ses films parlent de l'homosexualité en Allemagne. Non, il faudrait faire un spécial Fassbinder. Ok, donc je vais voir le film qui s'appelle La loi du plus fort. Très bon film. Très beau film. Ouais. Alors c'est je spoil en vitesse et ça illustre les propos de Tancred. C'est l'histoire d'un prostitué mâle dans une ville allemande qui un jour tombe sur un ticket gagnant de loterie et qui devient du jour au lendemain riche. Donc il sort du trottoir et il rencontre il a un amant, il rencontre l'amour avec un jeune, avec un homosexuel bourgeois issu d'une grande famille de la ville, avec qui il s'installe. Et le film relate l'entreprise que va exercer ce bourgeois pour voler le jeune prostitué qui est devenu le jeune riche, en fait, le parvenu. À la fin du film, le héros retourne sur le trottoir et meurt. Et quand je suis sorti du film, j'ai été particulièrement choqué. Et ma petite amie avec qui j'étais a cru qu'elle voulait m'écouter, que le problème c'était que l'homosexualité. Chose dont je me fichais par-dessus tout. Ce qui m'avait particulièrement choqué, c'était justement le contenu social du film, qui était un film de conflit et de combat social. Et c'est ce que j'allais dire sur Fassbinder, il parle d'homosexualité. Certains films en parlent plus que d'autres, mais c'est quand même essentiellement, à mon sens, un cinéaste social, même si on ne peut pas résumer l'ensemble de sa filmographie à ça, parce qu'il a fait des films historiques, il a fait des films sur le nazisme aussi, il a même fait des films de SF. Mais c'est quand même un cinéaste social. Voilà, je voulais donc apporter le fait est que ce qu'on était en train de dire m'ont inspiré ce souvenir. Mais voilà, sur la dimension sociale, et il me semble qu'il y a d'ailleurs quelque chose qui est très souvent oublié. Quand on dit oui, les hommes, enfin tu parles du patriarcat, enfin non, tu n'en as pas parlé, mais on en parle beaucoup des fois. C'est Camilla Paglia, féministe très très hétérodoxe, qui incite les femmes à se rappeler qui a construit les routes que vous avez empruntées pour venir au meeting féministe. Le nombre de femmes qui travaillent dans les métiers où il y a le plus de morts est ridicule. On est sur du 95% d'hommes, là où les gens meurent, c'est ça. Parfois, ça frise le ridicule. Tu peux avoir des grands discours de féminisme en terrasse, derrière des spritz, en plein Paris, devant des chantiers avec 99%, même pas 99%, c'est 100% d'hommes qui bossent sur le chantier et qui font des métiers ultra dangereux. Et de se dire que les gars sur le chantier dominent culturellement, physiquement, financièrement les nanas en terrasse, c'est voilà. Ce qui est vrai aussi, et ça ce que j'ai constaté, alors je peux pas en faire une règle générale, mais là je l'ai vu sur un chantier pas loin de chez moi à Paris que je peux observer. C'est la magie de Paris et de ses travaux. Je peux l'observer en temps continu depuis 6 mois. Effectivement, c'est que des hommes. Bon, t'as 3 personnes qui encadrent. C'est des femmes. Alors sur les classes d'âge, changeons un peu de sujet. Tancred, autre thème que tu traites beaucoup. Pas tellement sur le blog en fait. Pas tellement sur le blog. Alors on va t'inviter. Moi je t'invite à en parler plus. On en a déjà parlé. Ce sont les classes d'âge. Ce sont les boomers. The boomers. The fucking boomers qui vont faire boomer la pyramide des âges. Spoiler, c'est bientôt nous. Non, ça sera jamais nous. Ce sera jamais dans nous. un sens strict en tout cas. Ouais, mais t'inquiète pas, on va nous cataloguer dedans. C'est ça nous prend au nez. Tout à fait. Alors, les boomers, une définition rapide de ce qu'on appelle les boomers. Les boomers, c'est la génération qui est née après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale.
À partir de 45, on va dire. Jusqu'à 60. Sur la fin, on peut chipoter. En fait, ça dépend des pays. Tous les pays occidentaux n'ont pas forcément eu un baby boom, il y a eu des exceptions. Et ceux qui en ont eu un, c'est pas toujours le même baby boom en fait. En France, par exemple, la décroissance du baby boom a été assez étalée, alors qu'aux États-Unis, elle est très nette. En 65, ça tombe. Ce qui est important en fait chez les baby boomers, c'est qu'ils sont la génération qui se trouve être tout à fait fortuitement à un moment clé de l'histoire de l'Occident. C'est dans le monde d'avant, la génération silencieuse. Celle qui a reconstruit la France. Oui. Les gens avaient un niveau éducatif qui était très modeste. Ils avaient, la plupart des Français avaient au maximum le certificat d'études. Il y avait peu de bacheliers et encore moins de gens qui avaient fait des études supérieures. Et une grande partie de l'activité professionnelle, c'était des métiers manuels. Petits employés, petits ouvriers, c'était vraiment une France qui était encore très rurale. Avec les boomers, le niveau éducatif monte. Alors pas autant qu'on le croit. En fait, les boomers ont un niveau d'éducation secondaire. Ils sont pas si nombreux que ça à avoir fait des études supérieures dans cette génération. C'est après que les études supérieures ont eu un boom à partir des années 80. Le tertiaire se développe à toute vitesse. Donc ils échappent aux professions de leurs parents pour beaucoup d'entre eux. Et ils feront des emplois de bureau, de service. C'est un peu le cas typique du bachelier qui rentre dans une banque, qui fait sa carrière dans la banque et qui finit chef d'agence ou bien plus haut. Ou mieux, qui rentre dans la banque sans le bac. Parce qu'encore une fois, les boomers à baccalauréat sont plus nombreux que la génération d'avant, nettement, mais pas si nombreux que ça. Et ils sont portés par une croissance économique absolument fulgurante. Pendant 30 années, qu'on appelle les 30 glorieuses, on fait 5 à 6% de croissance par an. C'est-à-dire, il y a zéro chômage, les opportunités sont partout, c'est absolument extraordinaire. Et la conséquence, c'est une rupture civilisationnelle avec le monde de leurs parents, inévitablement. Rupture qui a été actée, voire même proposée, enfin symboliquement, par mai 68, puisque ce sont ces boomers qui arrivent avec une envie de mordre la vie et d'aller dans les vestiaires des filles. Oui, puis en plus, je pense aussi une supériorité aussi numérique, c'est-à-dire que ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ils sont toujours nombreux aujourd'hui. Je veux dire, mais l'idéologie d'un pays, elle n'est pas la même quand tu as la majorité d'une population qui a moins de 40 ans que quand la majorité de la population a plus de 50 ans. Regarde la Révolution française, par exemple. Oui, donc voilà, donc il y a ça aussi. Alors, la question de leur poids démographique et ce qui a déterminé en fait la politique à partir des années 80. Parce que, comme j'ai les chiffres de la pyramide des âges de l'INSEE sur un siècle, j'ai pu calculer quel était l'effectif de chaque génération dans le corps électoral. Chaque génération définie par tranche de 20 ans. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, chaque génération connaît à un moment de sa vie ce que j'appelle un moment de prééminence électorale. C'est-à-dire c'est le moment où elle n'a pas la majorité, parce qu'aucune génération n'est jamais majoritaire absolument, mais où elle est la génération la plus importante pour être élue, donc la plus influente en politique. Et avec des générations définies par tranche de 20 ans, sur le début du XXe siècle, on s'aperçoit que ça se succédait assez bien. C'est-à-dire que chaque génération avait environ une vingtaine d'années de prééminence électorale. Et ça tombait dans les âges où on fait des enfants et où on travaille. Avec les boomers, c'est différent parce qu'ils étaient tellement nombreux par rapport à leurs parents que leur prééminence électorale a commencé très tôt, dès la fin des années 70. Et ce sont eux qui, en 1980, élisent François Mitterrand et la coalition PS-PCF. Ça se voit d'ailleurs très bien dans les sondages post-électoraux de l'époque. En fait, ça n'a pas été un vote de prolétaires, le vote pour Mitterrand. Les électeurs, les ménages modestes étaient répartis à 50% entre giscardiens et mitterrandiens. Donc, c'était vraiment pas décisif. Ce sont les jeunes, c'est-à-dire les boomers, qui ont choisi Mitterrand. Et je pense que les états-majors des partis politiques, et du PS en particulier, ont très bien vu le truc. C'est-à-dire qu'ils ont lu les sondages électoraux. En plus de cela, en 83, le PCF s'est effondré aux législatives. Donc il était acté désormais que l'électorat porteur, ça n'était plus les petits employés, ouvriers, etc. C'était ces jeunes gens qui avaient monté en niveau éducatif, qui avaient monté en espérance, qui travaillaient pour beaucoup dans le tertiaire et qui avaient envie de tout à fait autre chose que leurs parents. Leurs préoccupations n'étaient pas du tout des questions, disons, de survie quotidienne. L'avenir était à eux. Donc ils voulaient la fête, l'ouverture au monde, etc. Et ça a été les années Mitterrand.
Oui, d'autant que ce que tu dis, c'est que en fait tout ce qui notre génération, parce que nous on est vraiment juste après. Nous, genre le boulot, ça a commencé par le boulot. Le boulot, le logement sont des questions qui ont monopolisé nos existences. Le sida. Je passe le sida aussi. Oui, la liberté, la sexualité. Enfin, vraiment, tout ce qui a été une évidence pour eux, en fait, a été une complexité pour nous et pour certains, une complexité qui est insoluble. C'est-à-dire que c'est toujours pas réglé une fois qu'ils ont 50, 60 ans. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées, qui sont aujourd'hui à la retraite, sont plutôt dans les 70-80 maintenant, mais qui n'ont eu qu'un seul employeur de leur vie ou qui n'ont pas, dans la question, ils ont toujours été en emploi. Des fois, ils n'ont même pas le bac, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau de qualification qui est... Ou bien un début de carrière, on m'a raconté une anecdote, c'est un boomer aussi, j'avais un diplôme, il avait un diplôme du type éducateur spécialisé, je suis parti au ski, je me suis cassé la jambe, j'ai pas été donc à mon entretien d'embauche, donc j'ai pas embauché, donc j'ai fait ma carrière à la Banque de France. C'est-à-dire que nous, on a essayé de compenser ça en nous faisant courir. Alors, comme tu dis, le chemin, la bascule, ça a été les années 70-90. On a pu, nous, la génération d'après, nous détourner de ces disparités par l'accession au crédit, l'éducation, la porte ouverte des éducations, les programmes Erasmus, les machins, les trucs, l'accumulation de diplômes. Ça a commencé, moi quand j'avais 18-19 ans, je ne m'intéressais pas du tout à ça, mais je commençais à comprendre qu'il y avait un problème, en fait. Quand je voyais, il y avait déjà à cette époque-là une inflation de gens qui faisaient des études qui servaient à rien. Ça, c'était évident que ça servait à rien. J'en ai fait aussi. Je savais très bien en commençant mes études, ça ne servait à rien. Qu'on était là pour pas être au chômage, tu vois. C'est pour pas être rentré dans les stades du chômage. C'est à cette époque-là qu'ils ont commencé à installer les stages non payés, les machins et tout. C'est pour ça qu'on commençait à nous la faire à l'envers. Qu'on voyait très bien qu'en fait, c'était pas, comment on dit, soutenable. Tu vois, il y avait trop de monde en fait. Emmanuel Todd a dit un truc dans un entretien récent que j'ai trouvé extraordinaire et vraiment fascinant. Il a dit son directeur de thèse à Cambridge, Peter Laswell, n'avait fait que 3 années d'études avant de commencer à faire de la recherche. Il avait une licence en fait. Aujourd'hui, tu veux faire de la recherche, tu passes un doctorat, post-doctorat, habilitation à la recherche. Avant 30 ans, voire 35 ans, tu ne feras pas grand-chose. Ouais, en fait. c'est clair. Alors, je signale quand même le cas de, comment s'appelle, Éric Fassin, qui n'a pas d'habilitation à la recherche. Voilà, prends ça, tiens. Petite balle perdue au passage. Voilà, c'était juste pour dire. C'est quelle génération ? Oui, c'est une génération, c'est un boomer. Je voudrais quand même dire un truc pour être juste. Les boomers ne sont pas responsables de ce qu'ils sont, ni de l'histoire. Et d'une certaine façon, tous ceux qui ont suivi après, nous sommes tous un peu des boomers. C'est-à-dire que notre façon de vivre et de penser ressemble très très fort à ceux des boomers, beaucoup plus qu'à celle de mes grands-parents. Tu vois, c'était la génération encore avant. Certains individus boomers sont pénibles, ça c'est vrai. Collectivement, ils ne sont que l'incarnation d'une transformation de toute la société occidentale. Tout à fait. Ce que je disais la dernière fois, on a beau critiquer, c'est un état de fait. Je pense qu'on aurait été à leur place, on aurait fait la même chose. Deuxièmement, on fait la même chose. Avec moins de moyens. Avec moins de moyens. C'est-à-dire que c'est comme ça que moi j'ai commencé mon blog. On aimerait bien être entier. Moi j'ai commencé à critiquer ma génération. Je ne critiquais pas les boomers au départ. Je critiquais ma génération qui ne faisait pas ce constat-là et qui continuait à courir après un mode et une façon de vivre et une façon de consommer qui était un mode il y a 20 d'une génération en arrière. Maintenant, ça commence à venir, ça commence à rentrer, notamment grâce au discours, c'est un effet du discours écologique et du discours un peu de rigueur, de machin. On comprend qu'il faut faire gaffe. Mais bon, on est encore très très loin. Notamment l'endettement a permis de continuer à crédit ce mode de fonctionnement. Moi, j'hallucinais de voir des gens qui avaient quasiment pas d'expérience professionnelle, alors qu'on sait très bien que maintenant garder un emploi toute sa vie, c'est quasi impossible, qui réussissaient à s'endetter sur 30 ans. Je dis, mais waouh, comment rationnellement on peut construire ça, comment on peut se projeter avec une telle confiance. Cette confiance, elle vient d'un discours, d'une ambiance, de facilité bancaire évidemment, mais d'un mode de pensée idéologique dominant qui était celui des boomers. Ce qui était à l'époque où on écrivait ça, c'était il y a 15-20 ans, le mot boomer n'existait même pas. C'est-à-dire que on parlait de baby boomer, et c'est venu progressivement. Maintenant, on parle de boomer. Déjà, c'est une victoire lexicale, parce qu'il y a 10 ans, ce mot n'existait pas. Il est venu par OK boomer, un peu par des façons détournées, mais maintenant, c'est bien identifié. Ce qui est très dommageable, c'est que ça, je l'écrivais déjà il y a 15 ans. On y est toujours. En gros, ça se délite, on comprend très bien que ça part en morceaux, que les boomers commencent eux-mêmes à quitter le terrain, et il y en a certains qui commencent à être très très âgés, qui sont morts tout simplement. On voit que ça ne va pas continuer pareil. Et c'est justement ce que c'est là que je veux passer
pour conclure cette interview, c'est ok, d'accord. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Le pronostic, 10-15 ans par rapport à ce mode, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on sait très bien, je disais tout à l'heure en déconnant, on est les prochains boomers, mais de fait, on va l'être. C'est-à-dire que la société vieillit. Donc on va nous se retrouver en mode, malgré qu'on ne soit économiquement pas super avec ce qui caractérise les boomers, c'est un taux de conversion de la retraite qui est très favorable. Oui, mais on va pas l'être. Alors qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on va se retrouver avec des boomers. Est-ce que les boomers ils vont être en nombre? Enfin, les prochains boomers, nous, on va être en nombre, mais est-ce qu'on va toujours avoir... alors oui, je pense que les politiques seront toujours pour nous, parce qu'on a toujours... à moins que ça change par une montée du vote islamique ou je ne sais pas, mais on sait que les vieux votent plus que les jeunes. Voilà. Mais il va y avoir un effet... Hein? Ça ne change rien, ça. Alors, oui, à ton avis, 10-15 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors, sur la partie électorale, ça c'est la partie facile. À l'heure actuelle, les boomers représentent encore 30% du corps électoral. Les boomers au sens que je donnais tout à l'heure, hein, vraiment une génération prise sur 20 ans. 30% de gens qui sont totalement unis sur ce qu'ils veulent, c'est-à-dire le maintien de leurs avantages, c'est une force incontournable en politique. Aucun politicien aujourd'hui ne peut être élu contre les boomers, c'est pas possible. D'accord. Derrière ça, notre génération, la génération X, elle est quand même très boomeuse dans sa mentalité. Elle voudra aussi qu'on lui préserve ses avantages, sauf qu'elle en a déjà moins. Elle ne le sait pas, mais les différents réformettes de retraite ont déjà attaqué nos possibilités à ce niveau-là. Donc ça va être long, je sais pas, 20 ans, peut-être. Après, la composition démographique de l'électorat aura beaucoup changé. Les Nicolas de ce moment-là, les Nicolas Quipé seront encore plus fâchés et il se passera peut-être quelque chose. Alors ils seront fâchés contre nous, du coup, les Nicolas, parce que moi j'identifie les Nicolas comme des trentenaires en fait, parce que moi les Nicolas ils ont 20 ans de moins que moi en fait. Hein. Bien sûr, mais peu importe. Ça sera le moment où les états-majors politiques écouteront les demandes des actifs, parce que démographiquement, ça sera le choix logique. Mais est-ce que ça ne peut pas tenir 20 ans? Alors, il y aura un phénomène. 20 ans, c'est la disparition des boomers. Ça tient depuis 50 ans. Ouais. Mais il va y avoir un phénomène... alors non, ça tient depuis 50 ans, mais quand même, on n'est plus dans le... Si tu veux, on était dans l'insouciance, jusqu'à même il y a encore 10 ans, on était dans l'insouciance. Là, depuis... Ça tient. Le fait est que ça tient, avec des bouts de ficelle, avec du scotch sur les fuites, mais ça tient. Mais signalons un phénomène tout à fait prévisible, hein, les boomers sont multipropriétaires. Oui. Donc en mourant, ils vont lâcher sur le marché immobilier des tas de biens qu'ils ont en nombre à des familles alors à des enfants qui sont très souvent déjà retraités et qui n'ont que faire, alors parce que soit le bien ne leur plaît pas complètement, soit parce que entre-temps la fiscalité de l'héritage sera telle qu'ils seront obligés d'en vendre une partie. Donc cela veut dire que va débouler, ça a déjà commencé, d'un point de vue mathématique, on est sur l'écart type du bas, sur les statistiques, ça a déjà commencé, les boomers lâchent des biens immobiliers sur le marché et ça va faire mal au marché en fait. Théoriquement oui, c'est-à-dire que là un truc qu'on peut pronostiquer à peu près sans se tromper, c'est qu'on va passer d'une situation de pénurie à une situation d'abondance sur l'immobilier. Alors maintenant, je vois tout ce qui se met en place pour t'empêcher d'être proprio, pour les multiples comme en binôme, machin, les trucs, ça te coûte une telle fortune qu'en fait même l'accession à la propriété ne va plus être le problème. Le problème il va être moins le problème en tout cas, le problème il va être juste d'avoir les moyens d'être propriétaire en fait. Pas d'acheter, mais de garder en fait. Voilà, c'est plus ça que je vois se dessiner. Mais ça va changer un changement de paradigme qui va pas changer grand chose en fait. Hein. Tu seras toujours dans les emmerdes, tu seras toujours dépendant. Voilà, bon, c'est un débat sur la fiscalité d'ailleurs que je vais aborder dans ma chronique juste après. Écoute, vas-y. Je propose, parce que là il faut qu'on avance dans l'émission, je sais plus où on en est. Une presse. Alors moi j'ai. Attends. Tu veux pas une brève qui fait. Mais si, je veux bien une brève. Et on va d'abord remercier Tancred Bastille. Je lance la revue de presse. Et la culture. Mon cher Ludwig, vous connaissez mal les Français. S'il y a de l'arnaque dans l'air, oubliez un peu tonton Béraud.
Alors, on a un peu évoqué le problème, mais là, il y avait un festival écologiste de résistantes qui s'appelle Les Résistantes et qui devait, en fait, c'était le festival de rencontre des luttes locales et globales qui se tenait du 7 au 10 août, donc tout récemment. Et en fait, il y a eu un problème, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes racisées qui sont montées sur scène à la fin pour le discours et qui ont dénoncé la violation culturelle dont eux et leur histoire font l'objet lors de la cérémonie de clôture. Et donc ils ont reproché à ces gentils bobos blancs et verts d'être racistes parce que l'écologie n'est pas assez antiraciste. Donc on l'avait dit, attention, l'intersectionnalité, ça veut dire au bout d'un moment de se faire intersectionner. C'est les chasses du comte Zaroff, la gauche. À la fin, il n'en restera qu'un, c'est Highlander. Je vais vous parler du retour de Sandrine Rousseau en Gaule profonde. Yes. On apprend que la députée écologiste projette d'acquérir une résidence secondaire au milieu d'une zone agricole en Bretagne, de quoi agacer les cultivateurs qui organisent ce vendredi un barbecue géant sur le terrain convoité par Sandrine. Alors, on rappelle un peu l'histoire. Donc, dans semaine 1, Sandrine Rousseau qui chie sur la tête des agriculteurs. Il y a des agriculteurs, eux, qui ont un autre argument. Cette loi, c'est une nécessité, selon eux, pour leur rentabilité. Qu'est-ce que vous Mais leur j'en ai rien à répondez ? péter de leur rentabilité. Et puis je pense qu'en fait, c'est pas le sujet, quoi. C'est pas le sujet, quoi. C'est le devenir Agnès Pannier-Runacher de Sandrine Rousseau. Semaine 2, on apprend sur Facebook, par le secrétaire général de la coordination rurale du Finistère, que Sandrine Rousseau va acheter une résidence secondaire au plein milieu d'une zone agricole. Semaine 3, oh là là, mais c'est ma vie privée, s'insurge tombe chez Sandrine Rousseau et sa garde rapprochée. Elle avait dit ça aussi, sur la vie privée, il n'y a pas à en tenir compte. Ah ben voilà. Non mais on va pas regarder dans le lit des gens. Si. Et on va regarder dans les foyers des gens ce qui s'y passe. Parce que si il y a quelque chose d'injuste et de structurellement injuste, alors il faut donner les moyens aux femmes de pouvoir s'en sortir, bien sûr. Oui, donc ça c'était en 2022. Là, il fallait fouiller dans les lits des gens, ils s'intéressaient à leur vie privée parce que là, il n'y a pas de problème. Dans la dépêche, Sandrine Rousseau parle qu'il y a une menace masculiniste sur ma vie privée. Voilà, ce qui évidemment, c'est la faute du patriarcat. On rappelle qu'il y a 4 années, je crois, elle avait parlé de son homme déconstruit. Oui, elle est visiblement très très contente. Elle est très contente. Moi, les hommes Ikea, moi, je sais pas, mais ok. Je veux bien la croire, mais tu sais, dans les couples, il y a toujours 2 versions, et j'aimerais bien un jour entendre la version de monsieur. Voilà, tout ce que nous appellerons Clé à molette. Nous appellerons X. Au passage, je vais faire une transition avec ma chronique qui est juste derrière. Je vais passer ce petit propos que John Deloren a récupéré sur les internets, où Sandrine Rousseau s'exprime sur la façon de rembourser la dette. Je vous laisse écouter. La France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas... À contraindre les épargnants. Totalement, absolument. Voilà, tu as bien entendu. Donc elle parle de nous piquer notre épargne. Voilà, Sandrine Rousseau au pouvoir, saisie sur compte direct. Sauf sur le sien, bien sûr. Elle est économiste, il me semble. Oui, il me semble qu'elle est professeure d'économie à l'université. Ah oui, d'accord. Bon, écoute... On parlait tout à l'heure des docteurs des diplômes et autres. Voilà, donc on a une illustration avec Sandrine. Eh ben, ce ragoût est tout simplement dégueulasse. Lâchez-la, votre virilité, vous serez bien plus heureux. J'ai déjà dit 20 fois, quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part dans une casserole. Donc, cher Louis-Marie, François Bayrou a envoyé un courrier aux partenaires sociaux pour qu'ils choisissent les 2 jours fériés à faire sauter. 8 mai, lundi de Pâques, sont dans le pipe, comme on dit. Alors, on rappelle, si la mesure est adoptée, le salarié travaillera donc 2 jours de plus pour le même salaire, pour soi-disant combler la dette. On note qu'une fois encore, la facture est uniquement payée par les salariés. Donc ce pays est complètement dingue. Le politique radote, on ne travaille pas assez, et taxe encore plus les travailleurs, alors qu'il devrait dire, on n'est pas assez à travailler, ou mieux, on n'est pas assez à payer. Le gain espéré de cette mesure est de 4,2 milliards. Au passage, je dis, sucrer 2 jours de travail à l'ensemble des salariés français, ça ne rapporte que 4,2 milliards. J'ai envie de te dire, il y a un problème sur les salaires. On n'est donc clairement pas assez payé. Mais ce qui est rigolo, c'est que les 4,2 milliards, c'est pile le montant de l'impôt sur la fortune supprimé par Macron. Ou encore, c'est un peu moins que l'augmentation de la cotisation française à la Commission européenne cette année, 6 milliards.
pour un budget d'environ 25 milliards. Bref, en termes de débilité fiscale, ça rappelle un peu les 5 € de rabot sur les APL quand le mari de Brigitte est arrivé. Mesquin, inutile, parfaitement idéologique. 5 € de moins sur les APL, ça voulait dire moi je pisse sur les dalleux et j'envoie un signe au FMI, avec moi les pauvres vont payer. Car oui, il est évident, et Bayrou ne s'en cache même pas, que la raison de cette réforme à la con qui fâche tout le monde n'est pas la rentabilité économique, mais ni même sa cohérence, mais bien d'envoyer un signal aux agences de notation pour les rassurer sur la philosophie de nos programmes de finances. Ça s'appelle donner des gages de bonne volonté. En fait, les actifs sont la partie faible de la population, en quelque sorte, en termes d'influence. Du fait que le gouvernement français a abandonné sa souveraineté avec le traité de Maastricht, il ne peut plus faire grand-chose économiquement, pas grand-chose en termes de politique étrangère, à part des choses symboliques. La seule chose qui lui reste, c'est de s'en prendre à sa population. Et comme il n'est pas question de toucher aux boomers, il reste que les actifs. Tout à fait. Tout se recoupe. Donc c'est évidemment moins l'aspect financier de la mesure qui est cherché qu'un test de soumission des peuples. Alors j'ai assez prévenu ici de ce qui nous pendait au nez par rapport au FMI. Mais là quand même la ficelle est grosse. D'abord ça a été travailler pour gagner plus. Salut Nicolas Sarkozy. Puis on ne travaille pas assez. Maintenant c'est travailler pour gagner moins carrément. Il n'y a plus de problème. Donc dis donc Bayrou, si tu veux, quand on voit direct notre salaire, tu nous le dis parce qu'on ne s'emmerde même plus à encaisser les 30% qu'il nous reste. Parce que entre le brut, les cotisations patronales, salariales, la TVA sur ce qu'on consomme, les impôts sur le revenu et les diverses taxes inventives sur tout le reste, si on vous arrête pas, en fait, ce sera 3 ou 4 jours fériés en moins l'année prochaine. Puis le retour du travail 7 jours sur 7, enfin pour la poignée de connards qui travaillent encore. Parce que là, tu vois, je suis au chômage et j'ai pas du tout envie de retravailler quand j'entends ça. Surtout que lorsque ça vient de gens qui, n'ont pas un exemplaire de travail sur eux, on les a jamais vus au boulot, et 2, ont systématiquement, budgétairement, tout foiré depuis 40 ans qu'ils sont en poste, pour la plupart d'entre eux. Poste par ailleurs grassement payé par nous. Tu veux gagner de l'argent, Bayrou ? Eh ben, baisse tes putains de dépenses de fonctionnement à la con, dégraisse les administrations, et pas en embauchant des gens sans statut à la place des fonctionnaires qui au final coûtent 2 fois plus cher. Tu supprimes les 13 agences d'État qui ne servent à rien. 77 milliards d'euros par an, en hausse de 50% en 10 ans. Tout ça pour payer des potes. Parce que je vais vous raconter le business des agences d'État. En gros, tu as des enveloppes budgétaires qui sont votées pour créer des barnums compliqués avec plein de salariés, mais c'est pas tant ça qui est mis en place. On met des potes au poste. C'est surtout les commandes qui sont passées. C'est-à-dire, tu vas me faire un sondage sur ça, ou tu vas me faire une étude sur ça, tu vas me faire une série de reportages sur ça, ou tu vas me faire un documentaire sur ça, ou un méga PowerPoint pour dire combien il faut porter de slip par an. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Et ça, ce sont des marchés généralement assez juteux et qui sont livrés clé en main à des potes. Vous grattez, c'est toujours à des potes. Donc voilà, ça c'est 77 milliards par an. Supprime ça, je vous assure, on supprime ça. Il y a toi, moi, nous ici dans la pièce, on s'en rendra pas compte. Ça ne changera rien à la vie des Français. Rien du tout. C'est 77 milliards qu'on peut économiser comme ça. C'est une idée au passage, c'est peut-être plus que grand fou. Grappiller 4 pauvres petits milliards qui vont être dilapidés dans la minute sur autre chose. Ça a été débunké par Jacques Sapir juste au moment où il en a parlé pour la première fois, à savoir que le raisonnement de Sapir est très, très simple. C'est travailler plus en gagnant pareil revient à dire qu'on travaille moins. Bah oui. Donc travailler moins, ça veut dire qu'on dépense moins. Or, le PIB français est totalement corrélé à la consommation. Donc des Français qui ont moins de moyens consomment moins, donc le PIB descend. Donc on a c'est tout. Je trouve ça tellement énorme que j'arrive pas à croire que ça va passer en fait. Je suis en train de me dire, c'est peut-être en fait l'arbre qui cache la forêt, cette histoire. Ça sent la diversion. Ça sent la diversion. Et est-ce que au fond la vraie réforme qui serait vue, qui essaierait de passer en sous-main et qui est toujours celle sur laquelle on tape à chaque fois, parce que ça fait quand même la 5e ou la 6e fois en même pas 10 ans, c'est une énième réforme du chômage. Et d'autant qu'on apprend dans les Échos que les options sur la table sont durcissement des conditions d'accès, réduction de la durée de remboursement, modulation incitative, contrôle des ruptures conventionnelles. J'apprends donc que des négociations sont en cours pour des économies significatives de 2,5 milliards par an d'ici 2029. Waouh! On a beau dire avoir tout le débat sur les retraités, les boomers, machin et tout, il y a un moment, il y a des choses qui sont dans le cadre du chômage, c'est une assurance. C'est-à-dire tu payes. Et tu payes, on te change, tu travailles. Quelqu'un qui n'est pas au travail ne peut pas toucher le chômage. Donc il y a un moment, tu cotises, tu cotises toi, ton patron cotise. Il y a un moment, cet argent, on te change pas, tu dois le toucher si t'es arrivé une galère. C'est le principe du chômage. Si on te change les règles du jeu en cours de cotisation, ça s'appelle du vol. C'est du vol. Donc moi je suis d'accord. Si tu veux faire vraiment des économies sur le chômage, écoute,
Tu fais très très simple, Bayrou, hein. Tu supprimes tout le bordel. Hein. Tu arrêtes France Travail, on ne fait plus de système, et puis chacun se démerde. Et puis surtout, tu rends l'argent de ses cotisations à tout le monde. Et tout le monde peut vraiment gagner plus pour le coup. Eux sont des tenanciers d'un système. Ils ont à la fois, il faut qu'ils donnent des gages au monde de la finance, et il faut en même temps qu'eux te rendent dépendant, qu'ils te rendent dépendant en fait. Tout l'art du politique, c'est de jongler entre les deux. Et le reste, c'est de la com. Ils n'ont plus de levier politique. Il n'y a plus de politique économique en France, c'est fini. Oui, mais ça, quand je te dis... Leur art Ce n'est politique, plus que de la com. Voilà, leur art politique, c'est eux de perdurer dans un système à vie, parce qu'eux font carrière là-dedans. Ça passe par développer des menaces, essayer de dicter tes comportements, ça passe par ce qu'on disait sur Philippe Muret, ça passe par un esprit de fête permanent. C'est soit l'esprit de fête, soit l'esprit de contrainte. Il faut faire attention, gaspillez moins, chauffez-vous moins, ne mettez pas de clim. Changez pas de slip. Voilà, tout ça d'ailleurs, c'est de la com. Les agences dont on parlait, l'ADEME, qui est une de ces 13 agences d'État qui coûte une fortune, qui coûte plus que ce qu'on va gagner. L'ADEME à elle seule coûte plus que ce qu'on va gagner, enfin ce que l'État devrait empocher en économie avec les 2 jours fériés. Donc voilà, ces agences-là, ça servent à livrer clé en main ce sont des agences de com pour driver les comportements, enfin tenter de driver les comportements des gens, puisque ça ne marche pas du tout. Bon, je vais conclure là-dessus, hein, c'est soit vraiment on brûle tout, mais quand je dis on brûle tout, c'est on arrête de faire des défilés Nation République, ça arrivera un jour. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on résolve, nous, parce qu'on fait partie du problème aussi. Hein. Il faut qu'on tue résolve le boomer qui est en nous et qu'on cesse d'attendre ce lendemain magique où on sera à notre tour des rentiers et quelqu'un s'occupera de nous. Elle passe dans les pompes à essence. La paye. N'emmène pas des saucisses quand on va à Francfort. Avec mes certificats de résistance, ma rosette et mes relations, j'aurai 3 ans avec sursis. Je me suis renseigné. Ah, l'Europe. 70 années de paix, d'harmonie et de concorde entre les peuples, l'assurance d'un progrès infini et d'une prospérité éternelle. Erasmus, l'euro, les voyages, les rencontres, l'auberge d'Espagnol, le clapiche et quoi d'ailleurs ? Le marché européen de l'électricité peut-être ? Souvenons-nous, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le Conseil national de la résistance argue de la nécessité du retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail commun, des sources d'énergie, des richesses, du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. Incroyable, non ? EDF est créé en 1946. À l'orée du nouveau millénaire, les choses sont ainsi. EDF produit de l'électricité, Alstom des centrales et Areva cherche le minerai. La France est le seul pays au monde qui contrôle l'ensemble de la filière nucléaire et concernant l'électricité, soit 20% de l'énergie consommée dans notre pays, nous sommes donc indépendants. Situation à laquelle nous devons ajouter la production hydroélectrique de nos barrages. Ça n'est plus le cas, la France produisait plus d'électricité qu'elle n'en consommait et elle était la moins chère d'Europe. Aujourd'hui, Areva est en état de mort clinique, Alstom s'est délesté de ses brevets au profit de la General Electric, merci qui, et dans les conditions douteuses et opaques, conditions sur lesquelles feu Olivier Marleix se penchait avant son suicide. Quant à EDF, ne soyons pas surpris d'entendre un jour qu'elle dépose le bilan grâce au talent combiné de Macron et Le Maire. EDF était donc un monopole, non pas un monopole privé, mais public. Et pour l'Europe, c'est le mal absolu. La France serait donc l'URSS, mais avec la mer. La Commission européenne ne veut pas de monopole, elle veut un marché unique, mais pas de monopole. La France avait une politique énergétique de long terme, pas ses voisins. Pour la Commission, c'est une situation anormale. J'explique cette longue phrase, c'est que nous, en France, on a accepté de payer pour se doter de l'autonomie énergétique en matière d'électricité. L'Allemagne, non. Eh bien, il va falloir qu'on paye pour l'Allemagne. Pourquoi devrions-nous payer l'impéritie des Allemands, justement, au nom de la paix et de l'euro ? Première étape, la loi NOM, qui force EDF à vendre le quart de sa production à un prix coûtant 42 € du mégawattheure, à des intermédiaires qui nous la revendent ensuite. Ces intermédiaires ne produisent rien, ils revendent, c'est tout. Autrement dit, ce sont les contribuables français qui financent le secteur privé. C'est nous qui sommes privés de quelque chose, ça c'est sûr.
Ce prix de 42 € par mégawattheure n'a pas varié depuis 2012. Alors que le prix de l'électricité sur les marchés se promène entre 200 € et 400 € par mégawattheure. Ça, j'explique, c'est-à-dire que EDF doit vendre un quart, 25% de sa production à 42 € alors qu'elle pourrait le vendre à 300. Voilà. En 2018, on veut forcer EDF de vendre non pas 20 ni 25, mais 30% de sa production. Les dirigeants de la compagnie refusent et les sociétés privées se retrouvent à devoir acheter au prix du marché. Elles font faillite, ferment et disent à leurs clients d'aller voir EDF. Le gouvernement force donc EDF à prendre ses clients qui doivent acheter de l'électricité au prix du marché à son tour pour les fournir. Bilan de l'opération, 16 milliards d'euros de pertes. On ouvre donc des centrales à charbon et au gaz pour fournir car dans le même temps, on a fermé des centrales nucléaires. Qui va supporter les pertes ? Les clients des défuntes sociétés parasites, les contribuables ? Non, EDF elle-même comme une grande et l'action de la société dévisse en bourse. L'Europe donc, c'est ça. C'est surtout ça. Quand avec la complicité des différents gouvernements français successifs, on détruit méthodiquement la richesse d'un pays au nom des valeurs abstraites et fumeuses, l'Europe des valeurs, et pour le plus grand profit des Allemands qui voyaient d'un très mauvais œil cet avantage compétitif alors que l'Allemagne a bâti sa réussite industrielle sur une énergie peu chère, le gaz russe. Nous devrions reprendre le contrôle de notre production d'énergie car nous l'avons payée, la vendre à prix coûtant qu'à ceux qui s'installent en France et là, nous pourrions réindustrialiser le pays. Mais ça, voyez-vous, c'est le fascisme. Espèce de fasciste. On va enchaîner direct avec une dernière petite revue de presse, deux petits échanges. S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse. Et puis je veux pas que tu fasses cette émission. C'est l'occasion jamais de dire la vérité, c'est pas ? Est-ce que vous allez vous taire à la fin ? Écoute, non, on ne se taira pas, je le répète chaque semaine. Alors moi je vais finir avec de petits événements qui sont arrivés cette semaine, dont un pas très loin de chez nous, pas très loin de l'endroit où nous enregistrons cette émission. Entre deux baignottes dans le caca, le parvis de l'hôtel de ville a été transformé en camp de migrants à ciel ouvert grâce aux agissements de l'association Utopia 56 qui fait dormir entre guillemets des centaines de migrants dans des conditions insalubres. Place de l'hôtel de ville donc, entre les joueurs de basket... non, parce qu'il y a des terrains de beach volley, je suis passé effectivement, il y a des terrains de beach volley sur la place de l'hôtel de ville. Plus que des phrases. Je vais te passer un petit extrait de nos collègues de Brut, Rémi Buzine, qui ont interviewé cette joyeuse assemblée festive sur le parvis de l'hôtel d'Anne Hidalgo. Attention à cette interview. Prenez soin de nous, les mères, les femmes seules. Prenez soin de nous, s'il vous plaît. Donnez-nous des logements. On est fatigués. On a des enfants qui ont besoin d'être bien protégés. Pour ceux qui n'ont pas l'image, qui ne regardent pas sur YouTube, donc il s'agit d'une personne qui est à peu près, donc qui a un t-shirt, je sais pas ce que c'est, un t-shirt de marque, je sais pas quelle marque, mais ça a l'air d'être un truc, j'arrive pas à voir d'ici. Attends, je vais te dire ce que c'est comme. Ouais, c'est un Tommy Hilfiger ça. Ouais, donc c'est un t-shirt Tommy Hilfiger, une casquette Lecoq sportif, elle a une montre, je sais pas ce que c'est comme montre, mais c'est peut-être une copie, mais enfin bref, c'est quelqu'un qui est à peu près bien sapé, qui n'est... Voilà, et qui traîne son enfant en plus 7 sur le... Voilà, et qui exige, il faut qu'on nous aide. Un logement. Je veux un logement, c'est mon droit, il faut nous aider. Donc les mecs viennent sur le sol, se reproduisent, et hop, c'est mon droit. Et après ça, ils éduquent leurs enfants comme des merdes, qui deviennent des délinquants défoncés au shit, et qui eux-mêmes disent c'est pas de ma faute, je suis bipolaire. Le cycle normal de l'enrichissement culturel français. Je m'emballe un peu. Bon, bref, alors, je reviens sur cette association, parce que tout ça est le fait d'une association qui s'appelle Utopia 56. Alors je me suis un peu rencardé sur cette assoce. Alors, combien il touche ? Utopia 56 est, selon ses dires, indépendante de l'État. Elle est financée à 50% par des particuliers et, là j'étais plus étonné, à 20% par des entreprises. Pardon. C'est étonnant, qu'est-ce que c'est? Attends, tu as dit 50 plus 20, ça fait 70 ? Il reste 30. Là, il y a un petit mystère sur les 30% qui restent. Donc c'est quand même une association, donc je pense qu'il y aura des moyens de défiscaliser pour les entreprises. Je m'interroge quand même sur ces entreprises. Quelles sont ces entreprises? Je n'avais pas pu avoir d'infos là-dessus. Mais bon, moi, j'ai envie de dire, c'est une sorte de subvention à de la manœuvre pas chère, quelque part peut-être. Parce que c'est peut-être ça qui se cache derrière. Sache que tout ça a été nettoyé à l'heure où on parle on peut reprendre le match. Oui, car ces 200 personnes ont gagné. Il suffisait de faire un peu de bruit et tous ont été délogés. Donc ça veut dire en termes techniques relogés à nos frais quelque part ailleurs. J'ai envie de dire, Louis-Marie, que tes 2 jours fériés et travaillés sont bien utilisés.
Ouais, je suis fier d'aider ces gens que je ne connais pas et de pouvoir reprendre ma partie de beach volley. Ça ne s'arrête pas là. Moi, je vais enchaîner sur le discours parce que tout ça se passe en plein mois d'août et figure-toi que du coup je me rabats un peu sur Closer et j'ai regardé une vidéo de Nikos Aliagas qui interviewait l'actrice Alice Belaïdi au sujet justement des migrants. Et moi qui donne mon gros salaire, 50% de mon gros salaire à l'État pour participer à la communauté, voilà. Moi, ça me dérange pas du tout de donner 50% de mon salaire pour qu'on aide ces gens-là. Et qu'aussi on tende la main à ces mecs qui traversent la Méditerranée avec leurs gosses parce qu'ils crèvent en fait chez eux. L'interview ne précise pas, charmante Alice Belaïdi qui vient d'acheter un appartement dans le Marais avec son gros salaire justement. Elle voulait dire je suis prêt à donner 50% de mon salaire pour ces gens qui traversent la Méditerranée à condition qu'ils ne viennent pas squatter en bas de chez moi. La phrase complète, ça devrait être ça. On peut reprendre l'idée que j'avais déjà proposée. Chacun choisit de flécher les impôts. On verra si tout le monde décide de consacrer 50% de son petit ou gros salaire à accueillir les migrants. Cette petite sortie a eu des petits échos puisqu'elle s'est pris légitimement un bon shitstorm dans la gueule en lui reprochant en gros ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'elle parle d'un point de vue complètement élitiste et surtout ultra privilégié. Donc elle s'est pris un shitstorm qu'elle a immédiatement classé ça dans la rubrique facho d'extrême droite, vous êtes tous des racistes, et elle a publié un droit de réponse sous forme d'un cliché sur Instagram où c'est une photo d'elle en pleine, alors je pense que c'est en Méditerranée, en tout cas c'est d'elle en vacances en ombre chinoise je pense qu'elle est à poil mais on ne voit pas, elle est en ombre chinoise et avec ce commentaire, sachez que vous parlez à mon huc en vacances, bisous. Ce sont ces idées qui signent l'appartenance à un groupe. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que tu es obligé de donner des gages. C'est-à-dire qu'admettons qu'elle ait dit, on pourrait imaginer une actrice, je sais pas, je mets au hasard Véronique Jeunesse, ou qui n'ont pas du tout les mêmes idées. Dès qu'un artiste, en général, c'est pas forcément les acteurs, mais c'est souvent quand même les acteurs, les actrices, parce qu'il y a vraiment une mainmise sur le monde du cinéma. Dès qu'il y a une sortie qui va pas dans le sens du vent de gauche, mais c'était chômage. C'est chômage direct. C'est le conformisme et la propagande. C'est mieux que l'Union soviétique, parce que dans l'Union soviétique, il fallait que l'ordre de censure vienne d'en haut. Alors que là, il n'y a pas besoin, ça vient tout seul. Ils le font tout seul. Et en plus, dans l'Union soviétique, il fallait aussi contrôler que tu le fasses. Il y avait un système répressif bien plus important que... Là, il n'y a rien, c'est autonome. Voilà, bon, écoute, voilà ce que j'avais à dire sur Alice Belaïdi. Je recommande quand même, à propos d'Alice Belaïdi, parce qu'elle participe, j'en parlais ici, elle participe à un film qui est injustement méconnu, qui s'appelle Radio Star. Je crois que c'est un film de Julien Lévy. Elle a une toute petite scène dedans, mais elle est excellente dans cette scène-là. Et je trouve un très bon film qui n'a pas eu le succès mérité. Radio Star, je crois que le réalisateur c'est Julien Lévy, je suis pas sûr, mais c'est avec Manu Payet, c'est sur l'histoire, c'est une histoire d'une émission de radio. Voilà. Très très bon film, pour moi de la trempe des films du Splendide, largement, et qui a été un film injustement méconnu. Et elle est dedans, et elle a une très bonne scène dedans. Voilà, bon, j'irai voir parce que je sais même pas de qui tu parles en fait. Depuis tout à l'heure, je t'entends parler de gens dont j'ai aucune idée, j'ai aucun visage. Il faut sortir dans les pas, espèce de boomer. Il faudra que j'aille au cinéma, peut-être. Je vais essayer d'y aller. Moi, j'ai une petite nouvelle, mais preuve que je suis sorti déjà. Je vais te donner des nouvelles de la France. Sais-tu que le week-end dernier, à Laval, il était interdit de porter une écharpe verte ? Ah non, tu vas me raconter. Alors ça. déjà, à Laval, il fait 30 degrés, donc la préfecture te demande de ne pas porter d'écharpe verte. Pas porter d'écharpe, on pourrait penser que la préfecture est bien gentille, qu'elle pourrait se mêler de son cul. On est assez grand pour savoir que quand il fait 30 degrés, on ne porte pas d'écharpe, à moins qu'on soit folle dingo. Non, mais pourquoi verte ? Il n'y aurait pas une histoire de match de foot là-dessus ? Mais oui, voilà, c'était la reprise du championnat Division 2 entre Laval et l'AS Saint-Étienne, qui sait les plus forts, évidemment, c'est nous les Verts. Mais de la crainte de débordement que les supporters verts qui viennent avec 2 autocars pourraient provoquer, le préfet a préféré interdire toute écharpe verte fois que les Lavallois se voient rouges. Oui, ça c'est, on préfère, tu vois, il y a des meurtres, interdisons les couteaux. C'est bon. Voilà, et donc il y a des matchs de foot, interdisons les écharpes. Donc la prochaine fois que le préfet il nous interdit quoi, les tongs. Il ferait bien, parce que là, vraiment, franchement, c'est un attentat esthétique. Moi, déjà, je trouve qu'on devrait interdire les bermudas et les chemisettes à fleurs. Peine de mort pour les gens qui portent des tongs. Ils pourrissent mes vacances. Je ne comprends pas que tu te balades le pied à découvert. Le pied est un organe essentiel du corps qui est vraiment anormalement fragilisé du fait du port de la tongue, du port abusif de la tongue.
tu as vite fait de te foutre en l'air le pied. Ça, c'est du racisme systémique, ton côté anti-tong. Et après ça, quand t'as une merde au pied, je veux dire, t'es bien handicapé, crois-moi. Mais la tongue, c'est le string des pieds. Oui, mais et en plus, je ne comprends pas quel est le plaisir d'une marche en tongue. Ça fait flop, ça ralentit la démarche. C'est pour ça qu'on appelle ça des flip-flops aussi. Moi, j'adore marcher pieds nus, j'ai horreur des chaussures. Voilà. Pieds nus, je comprends, mais en tongue. Parce que le Paris est si sale que t'es bien obligé de marcher en tongue. Voilà. Quelque chose. Tu ne me convaincras pas. Vive l'espadrille. L'espadrille vaincra. J'ai peur que nos discussions provinciales vous embêtent un peu. Tu veux dire qu'il s'est copieusement emmerdé? Ah non, pas du tout. Au contraire, ce récital de lieu commun avec Culé m'a tout à fait intéressé. Ils ont failli connaître le succès et ils ont raté la marche, ils ont tutoyé le ciel, la gloire et ils ont chuté. Dans cette rubrique, je veux rendre hommage aux losers du rock et de la funk, aux faces B de l'industrie du disque, à ceux et celles qui ont loupé le train et que l'histoire a laissé sur le bas-côté de la route 666. Il est de ces musiciens qui connaissent la gloire, qui rencontrent la célébrité, mais après, une fois mort, car dans sa courte existence, il est le bassiste anonyme et talentueux des Funk Brothers, le moteur nécessaire à tous les déhanchements lascifs de nos booms adolescentes. James Jamerson, celui dont il s'agit aujourd'hui, naît en 1936 en Caroline du Sud et déménage en 1954 pour Detroit dans le Michigan. Comme beaucoup d'Américains, il apprend à jouer d'un instrument au collège, dans son cas de la contrebasse. Et comme il montre quelques talents, il se donne en concert dans les clubs de jazz et de blues de la ville et des alentours. Detroit est la ville qui a vu naître plus d'un talent musical, par exemple Aretha Franklin et sa sœur Irma, Madonna, Eminem, Jackie Wilson, Marvin Gaye, Alice Cooper, Smokey Robinson, The Temptations, Diana Ross and the Supremes, Stevie Wonder, Ted Nugent et le MC5. Je vais avoir un orgasme. Il y en a du monde qui est passé à Detroit. Et Berry Gordy, le créateur du label dont nous allons parler, il est celui qui va reconnaître et exploiter le talent de James Jamerson. Berry est donc le créateur de la Motown en 1959, d'où vient le mot Motown de Motor Town, qui était le surnom de Detroit ou de Motor City. Et la Motown est le premier label musical appartenant à des Afro-Américains. Durant les années 60, et parmi les artistes qui ont marqué la Motown, on peut citer Michael Jackson and the Jackson 5, Diana Ross and the Supremes, The Four Tops, Martha and the Vandellas, Smokey Robinson, Gladys Knight, Marvin Gaye, Stevie Wonder, The Pointer Sisters, Edwin Starr and the Temptations. Pas mal, non? Ouais, bof. C'est un peu surfait tout ça. Pour ce faire, il a une idée géniale, Berry Gordy. Il industrialise le processus. Il forme un groupe de musiciens de studio, les Funk Brothers. Il les enferme dans un pavillon de banlieue avec une mission, produire des tubes à la chaîne. Le rythme quotidien est simple. Enregistrement en journée dans la cave, puis concert la nuit dans les clubs de jazz. Ils écriront donc les Funk Brothers, notamment My Girls, I Heard It Through the Grapevine, Baby Love, The Sign Sealed, Delivered, I'm Yours, Papa Was a Rolling Stone, The Tears of a Clown et Love is Like a Heat Wave. James Jamerson, vous avez compris, est le bassiste des Funk Brothers, groupe qui n'est jamais crédité sur les disques du label. En 1971, Berry Gordy décide de déménager le label à Los Angeles et de se passer du groupe. James Jamerson reste à Detroit. hélas. Souffrant d'alcoolisme, il meurt d'une cirrhose, d'une déficience cardiaque et d'une pneumonie le 2 août 1983. Il avait 47 ans. Et c'est à partir de la fin des années 80 que l'on découvre son rôle dans les succès du label, puisqu'il est le sujet d'un livre de 1989 de Alan Slutsky, Standing in the Shadows of Motown. Et l'on comprend qu'il a joué 95% des enregistrements de Motown entre 1962 et 1968 et qu'il a participé à 30 hits classés numéro 1, mieux que les Beatles. Je vous conseille donc, plutôt qu'un album, c'est les titres suivants: Shotgun de J.R. Walker and the All-Stars, For Once in My Life de Stevie Wonder, Going to a Go-Go de The Miracles, My Girls de The Temptations, Dancing in the Street de Martha and Vandellas, I Heard It Through the Grapevine, enfin What's Going On de Marvin Gaye, par exemple.
Alors là, j'ai chopé un concert de 74 où il joue avec Martha Reeves. Et oui, je le connaissais parce que j'avais vu le documentaire il y a 20 ans. Et puis fatalement, tu as écouté la musique dont j'ai parlé, donc tu l'as connu. J'ai connu sa musique, je pense qu'il a dû être énormément samplé parce que c'était un bassiste et c'est souvent... Moi, c'est là le nombre de morceaux que je retrouve dans des groupes noirs. Mais sans le livre et sans le documentaire, il passait, il restait là où il était, c'est-à-dire inconnu, puisque le groupe n'était pas crédité, lui encore moins, et qu'il a fallu ce moment-là pour qu'on commence à reconnaître. Donc, un peu comme les Ramones dont j'avais parlé il y a quelques temps, il est célèbre, mais quand il est mort. Oui, tout à fait. Alors, donc on peut écouter. Donc, je sais que Marvin Gaye fait une dédicace spéciale à James Emerson sur l'album What's Going On. Il dit qu'il est, je sais plus ce qu'il dit, c'est Incredible or Marvelous James Emerson sur les crédits de l'album. Et je vais pouvoir faire une transition avec de ce dont je comptais parler. Je viens d'apprendre qu'à la fin du mois ressort le film concert de Prince qui s'appelle Sign of the Time. Ce qui est un concert en fait, c'est un concert filmé, mais filmé de façon, c'est filmé en pellicule en 35 mm. Vraiment, c'est peut-être probablement la captation de concert de sa carrière la plus soignée en fait. À la limite un peu trop même parce qu'il en a retourné la moitié en studio, voire les 2/3. Mais ça reste quand même un très beau document sur cette tournée. D'autant que cette tournée, il avait fait, c'était à l'époque où il expérimentait pas mal à travers le cinéma. Et il avait fait le choix de ne faire la tournée qu'en Europe et que le reste du monde n'a pu voir cette tournée qu'à travers ce film. Donc le film s'appelle Sign of the Time, comme l'album, et ça sort là fin août. Alors j'ai pas la date, je crois que c'est le 27. Si vous n'êtes pas fan et que vous voulez voir un seul concert, celui-là est pas mal parce que c'est un peu une bonne synthèse de tout ce qu'il a fait à un moment où il est au pic de sa carrière, aussi bien dans sa forme physique que dans sa créativité. Donc voilà, Sign of the Time, le film concert dans les salles IMAX à la fin du mois. Allez ficeler les paquets et emballer la joncaille. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Je tiens à remercier Tancred Bastier de sa présence et de ce long débat instructif sur les boomers, sur les femmes, ce continent mystérieux qu'un jour je découvrirai peut-être. Quand tu auras une piscine. Ouais, j'ai essayé, ça marche pas. Il faut une piscine portable. Donc voilà, c'était Sam Musset et Louis-Marie. Donc Jamais trop pas assez, numéro 9. On vous retrouve prochainement, la semaine prochaine, je pense. On va essayer de faire une émission d'ici la fin du mois. Je vous invite à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Jamais Podcast, sur YouTube, Jamais trop pas assez. Vous pourrez retrouver cette émission en vidéo, bien sûr sur les plateformes de streaming, Ocha, Apple Podcast, Amazon Podcast, Spotify, Deezer. Mettez des étoiles, des appréciations, engueulez-nous. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. On va tenter. Ouais. Merci Tancred. Merci Louis-Marie pour ta productivité et ton dynamisme dans le câblage. Je suis câblé, moi. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine et pensez au Tipeee. Et puis on vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui y sont encore, de bonnes fins de vacances. Et surtout, n'oubliez pas, portez-vous bien. Voilà, allez, à la revoyure. Ciao.